Bonjour et bienvenue à notre présentation. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un projet sur lequel on a travaillé. C'était une demande CRSH à travers une université qui n'est pas la nôtre où on fait nos doctorats, mais qui implique les universités de toute façon. Donc moi, je m'appelle Mélissa Villela. Je suis franco-ontarienne d'origine et maintenant installée au Québec. Et puis, je suis en train de faire un doctorat et j'ai passé 8 ans à la direction d'école. Et mon collègue? Je suis Jonel Morvan, je travaille au ministère de l'Éducation de l'Ontario comme agent d'éducation, un ancien enseignant de mathématiques et chef de département, mais je travaille aussi sur mon doctorat actuellement à l'Université Bois à Sainte-Catherine, une université anglophone. Je vais co-présenter avec ma collègue Mélissa. Donc aujourd'hui, on vous parle d'une étude exploratoire, qualitative, interprétative exploratoire au sujet du leadership scolaire, des directions d'école et l'inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans les écoles canadiennes. Remarquez qu'on ne dit pas les élèves en difficulté comme tel, on va en parler un peu plus tard. Donc, le plan de présentation est quand même traditionnel, contexte problématique, question de recherche, survol des phases de l'étude. Je vais vous expliquer qu'on est rendu à la deuxième phase de l'étude et pourquoi. La recension des écrits, le cadre conceptuel, la méthodologie, les résultats préliminaires et quelque chose en guise de conclusion, ainsi que certaines références. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, ça va. Parfait, merci. Donc, je donne la parole à mon collègue. Merci. Alors, nous avons la délicate tâche de vous garder éveillés après un D'accord. En tant qu'enseignant de formation, on aurait une activité assez ludique pour vous mettre en action, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va respecter le style magistral universitaire et vous garder à vos sièges. Au cours des 30 dernières années, le travail qui a été surtout fait, c'est de voir comment est-ce que les commissions scolaires, les conseils scolaires, les ministères de l'Éducation travaillent à former les enseignantes et les enseignants pour les questions d'enfance en difficulté ou des élèves qui ont des besoins particuliers. Cependant, on a remarqué que moins d'attention a été portée par rapport à la formation de direction d'école et c'est pour ça que dans le cadre de cette recherche-là, Steve Sider, Kimberly Mage ont fait une demande pour travailler sur ça et on a déjà présenté dans le cadre d'un projet pilote, un article qui a été publié en 2017 qui parle justement du contexte et de la problématique. L'article est disponible en ligne si jamais ça vous tente d'aller regarder ça. Et les questions de recherche, les deux questions qui nous intéressent dans le cadre de cette présentation sont les suivantes. On veut savoir quelles sont les occasions de perfectionnement professionnel qui s'offrent aux directions d'école, mais quelles sont les occasions de perfectionnement professionnel que les directions d'école cherchent elles-mêmes aussi. Et on est intéressé à savoir quels sont les incidents critiques ainsi que les expériences quotidiennes en matière de leadership que vivent les directions d'école. Ce qu'on entend par incident critique, on va définir ça dans un instant, mais vous savez très bien que si vous avez déjà été à la direction d'école, à chaque jour, il y a des événements, il y a des affaires qui se passent dans les écoles. Par exemple, une rencontre avec un élève ayant des besoins particuliers, une rencontre avec un parent, quelque chose qui se passe à l'école qui fait réfléchir. En Ontario, on parle beaucoup plus de pratiques réflexives. Lorsque ce genre de situations se produisent, on prend le temps de réfléchir et très souvent, ça nous amène à penser, OK, peut-être on a besoin d'une formation spéciale ou d'une formation en particulier pour répondre à ces besoins particuliers. Donc, le professeur Sider et la professeure Mage ont fait une étude, un projet pilote avec 15 directions d'école, ainsi que 5 intervenants clés, c'est-à-dire des surintendants de l'éducation, des parents et des membres de conseil d'école, conseil d'établissement ou de gouvernance, dépendamment de la province. Et puis, lors du premier projet, ils ont été en mesure d'identifier certains thèmes par rapport à l'inclusion des élèves et le leadership qui est exercé par les directions d'école. Et pour l'Ordre des enseignants et des enseignantes en Ontario, on a un ordre. Donc, on reçoit notre brevet, mais on fait aussi partie d'un ordre. On a élaboré combien d'études de cas? Dans le premier document, on a 8 études de cas. 8 études de cas que les directions peuvent utiliser en formation initiale. Présentement, les études de cas sont disponibles en ligne en anglais, mais sont en processus d'être adaptés et traduits. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être utile à d'autres provinces. Donc, vous voyez qu'on est en train de faire un lien entre la théorie et la pratique en matière de recherche. La phase 2, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui.
Il y a 5 provinces qui ont participé au projet et on est allé chercher nos participants à l'aide des associations de direction d'école. Donc, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta et on a eu des participants de Terre-Neuve également. Donc, au niveau de ce qui s'est passé, il y a eu un questionnaire administré en ligne. Il y a eu un total de 284 directions et directions adjointes. Et parmi ces 284-là, on a eu 80 directions d'école de langue française à travers le Canada qui ont participé à notre étude. Ainsi que les gens avaient la chance de participer à une entrevue semi-dirigée. Il y en a eu 46, dont 8 directions d'école de langue française et 5 autres intervenants qui ont participé également. Donc, on est rendu à la deuxième phase. C'est la deuxième phase qui a été financée par le CRSH. Donc, recension des écrits, c'est moi encore. Donc, quand on parle de... on a changé notre présentation hier soir. Donc, quand on parle de recension des écrits, d'éducation inclusive, vous allez voir qu'on fait référence à différents chercheurs, mais ce qui nous retient notre attention le plus, c'est le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada qui parle de l'éducation inclusive au sens large, en disant que c'est croire que chaque élève est un membre à part entière de la salle de classe et de l'école, et que cet élève-là est en mesure d'y appartenir et d'y contribuer. Fait que c'est très important. Une traduction libre, savoir comment créer différents modèles d'éducation inclusive est sans doute le plus grand défi auquel sont confrontés les systèmes scolaires à travers le monde. C'est là qu'on est rendu. Il n'y a rien de nouveau, c'est des choses que nous connaissons. Mais on sait également qu'il y a un nombre limité de recherches qui portent sur le leadership et direction d'école en matière d'inclusion. Là, je te passe. Merci. Dans le cadre de ce travail de recherche, le cadre de référence, le cadre conceptuel se base surtout sur les travaux de Yamamoto et compagnie. Ça porte aussi sur les deux autres chercheurs que vous voyez là. Comme une collègue l'a fait ce matin, je ne vais pas m'aventurer à prononcer des noms que peut-être je pourrais dérespecter en prononçant les noms. Donc, comme incident critique, c'est un événement significatif vécu dans son milieu de travail professionnel. J'ai donné tantôt des exemples de directions d'école qui vivent des expériences et ces expériences servent de pratiques réflexives, servent d'occasion d'apprentissage. Donc, un incident critique, c'est un incident qui permet à des directions d'école de se questionner sur quels seraient les éléments à considérer dans le cadre des services qu'on offre, par exemple, aux élèves ayant des besoins particuliers. Tout au cours de la journée d'hier et d'aujourd'hui, on parle de la diversité, on parle de la gestion de la diversité. Et lorsqu'on parle de cette diversité-là, on ne parle pas nécessairement de la diversité ethnoculturelle. Quand on parle d'inclusion, c'est sûr et certain, l'enfance en difficulté ou les élèves ayant des besoins particuliers fait de ça. Et il y a l'intersectionnalité parce que très souvent, on a la diversité ethnoculturelle, mais cette diversité est intercalée d'élèves ayant des besoins particuliers, d'élèves avec des problèmes d'identification du genre, etc. Donc, dans ce cas bien déterminé, on a tout simplement dit, on va mettre l'emphase sur l'enfance en difficulté, sur les élèves ayant des besoins particuliers, et on va voir comment est-ce que les incidents critiques qui ont eu lieu à l'école ont permis aux directions d'école d'aller soit chercher de la formation ou tout simplement d'avoir des occasions de pratiques réflexives. On a aussi considéré des études de cas, parce que dans le cadre du projet pilote, donc le document dont Mélissa vous parlait tantôt, ça a été l'élément clé qu'on a utilisé pour avancer des éléments permettant aux directions d'école de se former. À partir du projet pilote, 8 études de cas ont été élaborées. Ces études de cas ont été élaboré de concert avec l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Le document est disponible en anglais et le document a été adapté et traduit en français. J'ai participé à des sessions de validation avec l'Ordre des enseignants et c'est un document, c'est un outil de perfectionnement professionnel qui a été mis à la disposition des directions d'école, soit dans le cadre de la qualification additionnelle, je pense que quelqu'un en parlait ce matin, ou dans le cadre de communautés d'apprentissage professionnel où quelques directions d'école peuvent tout simplement utiliser ce document comme un outil de perfectionnement ou de travail ou d'apprentissage collectif. En termes de méthodologie, c'était surtout des entrevues semi-dirigées, individuelles. Mélissa a participé à la réalisation de ces entrevues-là.
Les thèmes du questionnaire et des entrevues portaient sur les antécédents de cette direction et les formations qu'elles ont suivies. Ça a porté également sur les défis quotidiens, les incidents critiques que ces directions d'expérience ont vécu et les réflexions ou les enjeux de suggestions qui en ont découlé. Le logiciel qui a été utilisé pour la retranscription, c'est NVivo 10 et le mode d'analyse, c'est l'analyse inductive générale qui a été utilisé pour faire ressortir les thèmes émergents et certains de ces thèmes-là vont vous être présentés aujourd'hui. Donc, avant de commencer la présentation au niveau des résultats, on va parler de ce qu'on a été en mesure de relever. Et ce que j'aimerais vous dire, d'abord et avant tout, les thèmes qui sont présentés ont paru autant en français qu'en anglais. Mais les citations qui ont été choisies viennent des entrevues en français et qui ont des particularités par rapport au milieu minoritaire ou le milieu francophone québécois. Une chose que j'aimerais souligner, que j'ai remarqué, ce qui n'est pas ressorti dans les entrevues francophones versus les entrevues anglophones, c'est que la diversité ethnoculturelle n'a pas fait partie des éléments qu'on a soulevés en matière d'élèves ayant des besoins particuliers dans les entrevues en français, alors que ça a été plus omniprésent. Mais comme les gens sont en mesure de choisir ou non s'ils veulent participer à une entrevue, il est fort possible que c'est le contexte environnant des gens qui ont décidé de participer à l'entrevue, que ça faisait pas partie, c'était pas une partie omniprésente, disons, de leur milieu. On ne sait pas encore, bien évidemment, mais c'est quelque chose au niveau de ce qui ne paraît pas dans les résultats qui est différent. Donc, on va vous inviter à lire les citations. Nous, on va vous parler des citations afin de gagner un peu de temps. Donc, le premier, ce qu'on a remarqué par rapport à cette citation-là, les directions d'école ont besoin de se former. Quand c'était les directions qui étaient des directions adjointes qui sont allées dans des postes de direction, elles ont remarqué qu'elles vivaient un sentiment d'isolement et qu'elles cherchaient des stratégies pour briser l'isolement. Et ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles s'organisaient des rencontres informelles. Ça, on le voyait à travers le Canada, que ce soit francophone ou anglophone. Mais quelque chose qui est ressorti, qui est intéressant du côté québécois, c'est que, francophone, c'était qu'on avait dans une commission scolaire la possibilité de faire des rencontres à domicile sans la présence de la surintendance. Donc, ce n'était pas une formation non formelle et ça avait été approuvé par la direction générale ainsi que la direction générale adjointe et qui avait le droit de faire 6 à 8 rencontres par année. Donc, c'est quand même une particularité par rapport au milieu milieu francophone pour celui-là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Le deuxième, climat de confiance, comme thème est revenu à plusieurs reprises et la direction, les directions à travers le Canada ont dit « Je dois servir de modèle, mes bottines doivent suivre mes babines. » En général, c'est ce qu'on attendait comme message. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont parlé du montant de temps que ça a pris pour créer le climat de confiance. On a l'impression que dans une école du côté anecdotique, on dit on ne fait pas de changement pour 6 mois, on ne fait pas de changement pour 1 an. Les gens ont parlé de périodes beaucoup plus longues et en regardant les antécédents, on remarque que les directions d'école qui ont parlé de bâtir des relations, créer le climat de confiance, étaient dans leurs écoles pour plus de 8 ans. Donc, déjà, on entend souvent que les directions sont placées pour une période de 4 à 7 ans, alors que les gens qui ont participé à notre étude, il y en a beaucoup qui avaient des maîtrises en enfance en difficulté, des spécialisations, des doctorats, etc., mais qui parlaient de cet élément-là au niveau du temps, qui était beaucoup plus long que ce qu'on entend habituellement. École primaire. Au niveau de l'école primaire, on a entendu dans les médias parler de violence dans les écoles, que ce soit du côté québécois, francophone, anglophone, etc. Notre étude, la violence ressort surtout à la maternelle. Dans notre étude, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu beaucoup de participation du côté ontarien. Et du côté ontarien, on a eu un nouveau programme de maternelle, c'est un programme de 2 ans, où c'est axé sur l'apprentissage par le jeu et beaucoup moins structuré. Mais on était en mesure de cibler que les directions d'école remarquent que la violence se situe non seulement plus à l'école primaire, d'après nos données, mais à la maternelle en particulier. Et que les parents ne sont pas nécessairement en train d'aviser
l'école qui a eu des défis ou des suivis avec les travailleurs sociaux ou autre chose dans la communauté. Donc, c'est quelque chose qui était plus ciblé, je pense, que les études ont démontré jusqu'à présent. Contexte de valorisation culturelle et linguistique, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, on parle de milieu minoritaire, mais avec une vision un peu plus, je pense, ouverte sur le monde et plus positive de notre situation. Le lien entre la recherche et le terrain, partout, on parlait avec nos directions d'école qui se considéraient souvent des modèles dans leurs écoles au niveau d'inclusion, qui disaient « moi, j'ai été envoyée dans telle école pour faire tel changement », et qui ont souvent fait un lien entre la recherche et le terrain. La citation qui est là, vous allez remarquer, on parle de la professeure Nadia Rousseau. La raison pour laquelle je l'ai retenue, ou nous l'avons retenue, c'est parce que pour montrer que le milieu minoritaire est en train de s'axer sur la recherche qui est faite en milieu francophone. C'est pas nécessairement, on s'en va pas chercher juste des auteurs en anglais, on est vraiment en train de puiser dans nos recherches. Donc, mais on n'a pas vu l'opposé, on n'a pas eu de direction même d'écoles d'immersion qui sont allés voir dans les livres francophones, mais au moins on voit que les francophones sont en train de se pencher sur la recherche en français. Alors, je pense que ce matin, quelqu'un a parlé de ça. Lorsqu'on parle de diversité, gestion de la diversité, on a tendance à penser tout simplement aux autres, aux gens qui arrivent d'ailleurs. Mais dans une école, dans le contexte canadien, vous savez très bien que dans les écoles secondaires surtout, et la recherche a confirmé, la dynamique de LGBTQ+, c'est quelque chose qu'on peut de plus en plus, on ne saurait l'ignorer. Parce que dans toutes les écoles secondaires, je ne sais pas exactement c'est quoi la réalité au Québec, mais en Ontario, il y a l'Alliance des jeunes homosexuels gays qui sont très présents à l'école. Et puis dans cette citation-là, la direction a dit, mais on ne peut plus faire fi de ces élèves-là. Ces élèves-là ont des besoins particuliers aussi, et ce n'est pas les élèves qui ont des problèmes de comportement ou des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des élèves qui arrivent d'ailleurs, qui représentent cette diversité. On doit tenir compte de ces élèves-là parce qu'on prépare des élèves pour l'avenir, des élèves pour la société de demain. Et la société de demain du Canada, ça va être une société dans laquelle les gens qui font partie de cette communauté-là, de lesbiennes, de gays, de bisexuels, etc., font partie de cette communauté et ils ont des besoins particuliers. Et je pense que tu as même un cas où la direction parlait d'un cas d'élève qui s'est identifié comme une fille. Tu veux parler de ça? En fin de compte, je vais juste situer la citation dans son contexte. En Ontario, on a encore des écoles confessionnelles et non confessionnelles. C'est une citation qui a été tirée d'une entrevue avec une direction d'école confessionnelle. Son message a été « J'attends pas que mon conseil scolaire élabore une politique, je m'en vais de l'avant ». Voulant dire qu'elle a eu une élève qui s'est identifiée comme transgenre et ils ont automatiquement dit elle s'identifie comme une fille, elle s'en va dans la salle de rechange des filles pour le cours d'éducation physique. Et que ça a très bien été accepté par les élèves, mais c'était plus au niveau des parents qui avaient un questionnement, etc. Mais au niveau d'avoir une structure en place. Une structure en place et de prendre en considération le caractère catholique ou confessionnel que, veut pas, quand on dit comment est-ce qu'on veut faire pour préparer notre société, on parlait quand même d'un plus grand rôle au niveau de la société, que ce soit une école catholique ou non, on avait ce devoir-là, la personne avait le devoir comme direction d'école de faire cette préparation-là et de regarder les normes et les valeurs personnelles, individuelles et celles de la société également. Je pense que ces thèmes émergents nous disent que la tâche de la direction d'école ne va pas devenir beaucoup plus facilement, ne va pas être rendue plus facile. Donc, je pense que le travail que vous avez à faire, que nous avons à faire, c'est un travail qui va être un travail continu. On va devoir continuer à élaborer des questionnaires, à élaborer un cadre conceptuel, à élaborer plein de choses qui vont permettre à des directions d'école, mais qui vont permettre aux facultés d'éducation également d'avoir des outils nécessaires pour préparer ces gens-là pour l'école de demain, lorsqu'on va parler de la gestion de la diversité. Ça va-tu reculer? Je vais apporter un autre point, reculer encore, à la maternelle. Allô, avance 1, avance 2, 3. Alors, OK. La raison pour laquelle je l'amène, c'est que vous allez remarquer qu'on parle d'admission tardive. Et compte tenu qu'on est en train de ressortir des éléments aussi qui ont à faire avec les écoles francophones, ce qui est
ce qui apparaît dans nos données francophones et non pas dans les données d'écoles anglophones, c'est qu'on parle beaucoup plus, on fait référence au recrutement des élèves. En Ontario, il y a beaucoup de pression pour le recrutement des élèves. Et quand on est en train d'admettre des élèves par comité, on appelle ça un comité d'admission, dans nos écoles, il y a des fois où on est en train de devancer le processus sans nécessairement prendre en compte tous les besoins, avoir fait une évaluation des besoins de l'élève. Donc, c'est quelque chose qui est une particularité quand même des données francophones que je voulais rajouter. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Je vous rappelle que ce sont des résultats préliminaires qu'on vous a présentés aujourd'hui. La version française du document contenant des études de cas préparées par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario va être rendue disponible sous peu. On vous rappelle que le document en anglais est disponible en ligne. Si vous faites une petite recherche sur Google, vous allez avoir le document. Ça s'appelle Exploring Leadership Through Case Study Inquiry, Supporting Inclusive Education. Ça date de 2017 par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Prochaines étapes, c'est aussi de faire l'analyse en profondeur des résultats. Mélissa travaille d'arrache-pied maintenant avec l'équipe de recherche pour finaliser les entrevues, la retranscription des entrevues et approfondir davantage les résultats. Donc j'espère qu'à la prochaine session de 2019, on aura de nouveaux résultats à vous présenter. On vous remercie et puis on aura le temps de répondre à vos questions, j'espère. Une dernière chose, si vous regardez si tu peux avancer pour les pages. Ce qu'on a fait, vous allez remarquer qu'on a mis certaines citations. Si vous regardez l'article ici, toutes les autres citations qui ont été mentionnées se retrouvent dans cet article-là. Donc, c'est l'article qui porte sur la phase 1 du travail. Et nous allons préparer un article en français également. Ça fait partie de la demande. Et merci. Comme quelqu'un d'autre a su le faire, cette recherche a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines. Vous savez que c'est important de mentionner ça. Et les collaborateurs sont ici et les demandeurs, Dr. Steve Sider de l'Université Wilfrid Laurier, Kimberly Metch de l'Université Memorial et Jackie Spetch de l'Université Western. Donc, merci beaucoup. Merci.